l'Assemblée nationale le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mag. Le sommaire, c'est pour tout de suite. Propulser le développement économique et social des territoires, c'est le but du plan national d'aménagement de développement territorial. À Tambacounda, les exécutifs s'approprient du plan. Place maintenant à l'entrepreneuriat pour parler de la modernisation du secteur de la boulangerie. L'ADER a octroyé un premier financement de plus d'1 milliard de francs CFA. Et pour terminer, célébration de la Journée mondiale de la santé, une journée qui revêt un cachet particulier cette année avec le Covid-19 qui a frappé tous les pays de plein fouet. Le développement, c'est tout de suite avec notre invité du jour, M. Mamadou Gaye. Il est enseignant-chercheur et territorialiste. Bonjour, M. Gaye. Bonjour, Madame Beng. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe de Midi Mag à la RTS 2. Merci beaucoup. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 867 tests ont été réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,27%. 24 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés, 13 cas contacts, 66 personnes ont été déclarées guéries, 25 cas graves et 5 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, propulser le développement économique et social des territoires. C'est le but du plan national d'aménagement et de développement des territoires. Au total, 10 métropoles d'équilibre sont prévues pour résoudre la problématique de l'équité territoriale. À Tambacounda, les experts locaux adoptent ce plan. C'est un plan qui va désengorger Dakar avec l'érection des métropoles d'équilibre. 80% de notre économie est concentrée à Dakar. Sur 0,3% du territoire, ce pays ne peut pas être viable, ne peut pas se développer si on n'inverse pas cette tendance en investissant dans les régions. C'est ça l'équité territoriale qui est un marqueur de la politique du président Macky Sall. Pour inverser la tendance, 10 métropoles d'équilibre sont prévues par le PNADT et Tamba en fait partie. Les autres régions sont d'égale dignité, doivent avoir les mêmes infrastructures nécessaires pour pouvoir se développer de manière harmonieuse et fixer les populations. C'est le sens des métropoles d'équilibre, des métropoles régionales, etc. pour que, autour de ces métropoles, que l'on puisse trouver effectivement tout ce dont on a besoin. Pour se soigner, on reste là. Pour étudier, on reste là. Pour trouver du travail, on reste là, etc. Créer les conditions d'un écosystème régional permettant aux populations de s'épanouir. Nos 4 atouts, que sont d'abord les vastes étendues de la région, notre parc national, le Nyokolokoba, notre potentiel en termes d'élevage et enfin nos ressources minières, la région va retrouver ses vocations primordiales de départ. À Tambacounda, les exécutifs locaux ont manifesté leur adhésion au PNADT qui va propulser le développement économique de la région. Alors, M. Gaye, nous venons de suivre ce reportage sur le plan national d'aménagement et de développement territorial. Nous voulions savoir comment est-ce que vous appréciez ce plan. Mais merci beaucoup. Un très grand plaisir vraiment de venir partager avec vous sur le PNADT. Le PNADT, donc, c'est le plan national d'aménagement et de développement des territoires, qui est un outil nouveau, un outil inclusif,
un outil d'équité territoriale, un outil qui vient d'arriver dans le pays. Parce que depuis les indépendances, le Sénégal n'a jamais fait de l'aménagement du territoire dans le sens de développement territorial. Le Sénégal a fait des infrastructures, a fait de l'aménagement simple, mais pas du développement territorial. Donc, l'outil PNADT est un outil de planification, de prospective à l'horizon 2035 qui va asseoir, d'abord partant de l'état des lieux de la situation du pays sur les 30 dernières années, se projeter dans les 30 années à venir et mettre en place des stratégies et des politiques à même de transformer les valeurs que nous avons dans les territoriales pour une équité sociale pour tout le monde. Avant de parler de ces valeurs qui existent au niveau de ces territoires, nous voulions savoir également quelles sont les disparités territoriales au Sénégal. Merci beaucoup. Moi, je pense que de mon humble avis et partant vraiment du grand travail que j'ai vu dans l'Agence nationale d'aménagement du territoire de l'ANAT, je salue au passage le DG, M. Mamadou Diégou, et l'ensemble de son équipe, en l'occurrence le directeur de la cartographie nationale, M. Aronaka, n'est-ce pas, le directeur de la communication, responsable de la communication, M. Abdourahmane Sy, le directeur des stratégies et politiques, M. Serindia, Dr Serindia, vraiment, et toute l'équipe, dire vraiment que parler d'aménagement du territoire, de développement territorial, au début et avant toute chose, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse des disparités territoriales et des dynamiques territoriales qui sont derrière. Le Sénégal, depuis presque 60 ans, vit des disparités énormes du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue de la gestion de l'environnement, du point de vue de la gouvernance des territoires. Mais je pense qu'avec le PNADT, l'état des lieux, le diagnostic territorial qui a pris des mois et des mois, presque presque 2 ans, le diagnostic territorial éprouvé sur l'ensemble des 14 régions du pays a permis de relever l'ensemble des difficultés et l'ensemble des inégalités territoriales existantes entre les régions. Quelles étaient ces inégalités? D'abord, commençons par le commencement. Nous sommes dans un pays qui est un pays de 16 millions actuellement. Un pays qui fait 197 000 et quelques kilomètres carrés. Première disparité, l'habitat, l'habitus, là où les gens se trouvent. Regardons la région de Dakar. Dakar fait 550 km² de superficie. Et ces 550 km² dans les 100 et quelques mille km², c'est 0,29% du territoire. Ça ne fait même pas 1% du territoire. Et dans ce moins de 1% du territoire, nous avons l'ensemble des meilleures universités, l'ensemble des meilleures grandes écoles, l'ensemble des grandes écoles d'enseignement, l'ensemble des meilleurs hôpitaux et cliniques, l'ensemble des meilleures structures, n'est-ce pas, au détriment de l'ensemble du reste du pays. Ça, c'est la première disparité. Une métropole qui est Dakar, qui concentre l'ensemble des activités économiques, 80% des activités économiques et commerciales du Sénégal. Première disparité. Depuis 60 ans, nous sommes dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que Dakar est une économie extravertie, une ville exogénétique, pas endogénétique, une ville exogénétique parce que tirée de l'extérieur, c'est la métropole qui a créé Dakar, la métropole parisienne, française, qui a créé Dakar. Et Dakar était donc un centre de transfert des marchandises pour partir. Et ceci est resté après 60 ans. Est-ce que cela, on pourrait l'appeler l'incohérence territoriale? Bon, c'est moins de l'incohérence territoriale pour le moment, mais c'est plus des dynamiques de déséquilibre territorial pour le moment, à l'instant où nous sommes, dans le cadre de cette métropole. Mais nous allons arriver sur les incohérences territoriales, c'est dans le découpage et dans l'alignement des territoires à des échelles différentes. Les échelles communales, les échelles départementales, les échelles régionales, ces différents découpages en fonction de leurs ressources, c'est là qu'on va aller trouver l'incohérence territoriale pour aller vers une équité territoriale pour tous. Donc le PNADT, je reviens, signale dès le début cette macrocéphalie de l'agglomération dakaroise. Dans ses premières pages. Mais ne s'est pas limité à ça. Le PNADT a sorti clairement qu'il y a, dans le premier tiers ouest du pays, de Saint-Louis à Kolda, une forte concentration de la population sénégalaise avec de fortes densités de population, contrairement à l'ensemble presque des 2 tiers, n'est-ce pas, est du pays, où c'est presque vierge et où se trouvent les ressources réelles du pays. Donc, tout est concentré dans l'ouest du pays, dans la frange côtière, la grande ville de Dakar, la grande ville de Mbour, la grande ville de Thiès. Toutes ces grandes villes sont dans le premier tiers ouest. Saint-Louis, tout le monde dans le premier tiers ouest. Et l'ensemble du pays est resté désert. C'est pourquoi je dis dans ma philosophie, nous avons Dakar et le désert sénégalais. Et c'est dans cette correction-là que le PNADT arrive pour regarder ces déséquilibres-là. Un déséquilibre qui a été noté maintenant, qui sera résolu peut-être
avec le PNDTA, le plan d'aménagement pour le développement du territoire. Je voulais également savoir quelle est la valeur des territoires. Alors, avant d'aller à assigner des valeurs à chaque territoire du Sénégal, je pense qu'il faut marquer un arrêt et définir qu'est-ce qu'un territoire d'abord. Un territoire, ce n'est pas uniquement l'espace, comme l'a si bien compris le PNADT. Le territoire, c'est en dehors de l'espace, l'ensemble des mécanismes qui existent de réticulation et de réseautage entre les acteurs. C'est les instruments juridiques existants sur le territoire. C'est la gouvernance de ces territoires-là. C'est la compréhension et l'appropriation des ressources par ces territoires qui vont donner de la valeur au territoire. La valeur du territoire, c'est l'ensemble des variables qui sont tangibles d'abord, en termes de, n'est-ce pas, d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de ressources minières, en termes de ressources culturelles, mais d'intangibles en termes de relationnel, de solidarité et de partage pour une richesse commune. Ce sont ces valeurs-là, qui sont déjà des valeurs sénégalaises, les valeurs de solidarité, des valeurs d'équité sociale, qui sont déjà avec nous. Donc le BNADT vient renforcer cette logique, qui est une logique cardinale dans la réussite d'une planification prospective de telle sorte. Alors, quelles sont ces ressources et ces potentialités au niveau des territoires? Bon, je ne vais pas citer l'ensemble des ressources, je vais me limiter à des choses qui sont bien connues de tout le monde du Sénégal. Arrêtons-nous sur la frange côtière du Sénégal, de Saint-Louis à Cap-Skirring. Nous traversons quoi? Nous traversons Saint-Louis, Kayar, Lompoul, Potou, Fass Boye, nous traversons Mboro, nous descendons. En descendant, nous avons Yoff, nous avons Cambérène, nous avons Thiaroye-sur-Mer, nous descendons, nous avons Yène et tout le monde. On passe par la Gambie et nous descendons vers Kafountine et Cap-Skirring. 750 km de côte. 750 000 km de côte qui se trouve dans l'océan Atlantique et qui est au centre de cette planisphère mondiale. Donc, Sénégal au centre du monde. Et donc, une richesse d'économie de transport maritime uniquement intarissable. C'est des milliards de francs CFA que de connecter l'interland africain, les 54 pays africains, avec nous-mêmes, avec le reste du monde, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, par le bateau. Rien que ça, le Sénégal peut vivre de ça. Deuxièmement, la pêche. Le Sénégal a des ressources diversifiées en poissons, ressources halieutiques, en crustacés, en mollusques et en différents types de végétaux marins, les algues marines. Si je m'arrête uniquement sur les algues marines, en exploitant uniquement Wagbi, les algues marines, je sors de la caragénane et des alginates. Ces alginates et ces caragénanes-là, que je sors uniquement de l'algue séchée autour des plages, je vais aller faire des produits biomédicaux actuellement à travers le monde qui sont très rares. Donc, rien que... Des ressources qu'on devrait valoriser. Il y a tellement de valeurs dans le maritime, je ne parle même pas des nodules polymétalliques. Je vais rester uniquement sur le poisson. Le Sénégal est dans l'océan Atlantique. Mais derrière nous, à côté, tout à fait à côté, pas loin, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que ces trois pays-là mangent du poisson? Bien sûr qu'ils mangent du poisson, mais du fleuve Niger, du poisson d'eau douce, des poissons-chats, des silures, des carpes, des tuiles d'eau douce. Mais nous avons presque 200 et plus espèces de ressources halieutiques. Est-ce que si je prenais l'ensemble des jeunes du Sénégal en âge de travailler et des femmes qui n'ont rien à faire, je vais aller étudier le goût des consommateurs en matière de poissons et de ressources halieutiques au Mali, au Burkina et uniquement au Niger, je vais pouvoir revenir au Sénégal et mettre en place des structures simples, qui ne vont pas demander beaucoup de milliards, des structures simples, semi-industrielles, de transformation en produits fumés, en produits salés, en produits braisés, vers ces marchés-là. C'est 500 milliards. Quel est l'apport de ces ressources et ces potentialités dans l'économie sénégalaise? Ah oui, non, à l'heure actuelle, quand même, il faut être franc, 80% de ce que nous avons à l'export en termes de devises, presque 300 et quelques milliards à 400 milliards, mais c'est le secteur de la pêche. Mais ça ne suffit pas. C'est les chaînes de valeur de la pêche qu'on doit aller chercher. C'est là que se trouve le travail pour les jeunes du Sénégal. Parce que ce qui va à l'export est déjà parti. Mais quels sont les types d'entreprises, quels sont les types d'essaimages, de districts industriels il faut faire dans tous ces ports maritimes-là, dans ces petits centres de débarquement maritime, avec les femmes, avec les jeunes filles en âge de travailler, les organiser autour d'eux. Du débarquement du poisson, du transport du poisson, de l'étalage du poisson. De l'entrepreneuriat en quelque sorte. De l'entrepreneuriat vraiment dans les côtes sénégalaises. Et ça, je vous ai parlé des côtes. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, nous allons voir la rubrique entrepreneuriat.
Place maintenant à l'entrepreneuriat pour parler de la modernisation du secteur de la boulangerie. L'ADER a octroyé un premier financement de plus d'1 milliard de francs CFA. Les bénéficiaires ont reçu leur chèque en présence du ministre du Commerce et des PME, Louis-Philippe Sagna. C'est une vieille doléance qui vient de trouver écho favorable. Une remise symbolique de chèque de financement. L'ADER a voulu apporter sa contribution dans la modernisation du secteur de la boulangerie. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que j'ai l'honneur de présider intervient auprès des acteurs à travers le financement de l'acquisition d'équipements et l'octroi de fonds de roulement et de réflexion aux bénéficiaires sélectionnés pour assurer la modernisation et des boulangeries afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur. 1,80 milliard de francs CFA, c'est juste un premier décaissement. Si ces acteurs jouent le jeu, comme l'ont dit les deux présidents, il y a une autre enveloppe de 2 milliards qui sera disponible tout de suite en 2022 et au-delà selon les besoins que vous avez. Et s'il y a matière à absorber, on pourrait mettre 5 milliards dans les 3 années à venir. Une enveloppe substantielle pourrait être disponible si les premiers bénéficiaires respectent les clauses de cette convention. Ce sont des prêts à rembourser. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent mis à votre disposition pour que vous puissiez réformer, moderniser votre outil productif. Ce ne sont pas des dons. Avec ces financements, le gouvernement s'engage à rendre plus compétitives les entreprises. La pandémie à Covid-19 nous a montré la nécessité de moderniser davantage ce secteur, mais également d'utiliser les outils modernes, notamment les technologies de l'information et de la communication, avec l'émergence du commerce électronique. Donc je voudrais saluer l'engagement de l'ADER, mais également l'engagement des boulangers à travers notamment les deux présidents de leurs associations. Le délégué général et le ministre du Commerce et des PME invitent les bénéficiaires à faire un usage productif afin de faciliter le remboursement. Merci Louis-Philippe Sagnan pour ce reportage. Alors, M. Gaye, nous venons de suivre ce reportage qui parle des financements du secteur de la boulangerie par l'ADER. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA? Moi, je pense que, de manière très franche, c'est une belle initiative, mais qu'il faut ouvrir à l'ensemble des secteurs porteurs et des secteurs potentiels. Si je parle de la boulangerie, je parle de la farine, je parle des produits agricoles. Au Sénégal, regardons la zone des Niayes que je n'ai pas encore touchée, de Saint-Louis, on descend jusqu'à Yoff. Dans cette zone, cette bande, nous avons l'eau à moins de 9 mètres. Et nous avons 80% de ce que nous consommons en produits maraîchers qui nous viennent de cette zone-là. Mais pourquoi ne pas mettre à côté de petites industries, comme au Burkina, comme dans les autres pays, comme les gens le font, de petites industries pour la transformation de ces produits que nous avons en des produits avancés de seconde transformation. Mais on a vu les financements de l'ADER dans le secteur de la pêche, on a vu aussi avec les femmes, donc c'est par secteur. Et cette fois-ci, c'est le secteur des boulangeries qui est interpellé par rapport à ce financement. Mais c'est très bien, mais moi je veux quand même qu'on pousse plus loin avec l'ADER. Pourquoi? Parce que je ne veux plus entendre de couscous marocain. Je n'ai rien contre le Maroc, moi. Mais je veux du couscous sénégalais. Consommer local. Je veux qu'on prenne notre mil et qu'on fasse du couscous plus avancé que les couscous qu'on voit dans le monde. Je veux qu'on prenne notre maïs et qu'on fasse un couscous beaucoup plus avancé que les couscous dans le monde. Un tiare sénégalais. Je veux aussi que notre mangue, qu'on n'attende plus Al-Waha ou Presseya ou autre, mais qu'on passe notre mangue à une bouteille, ou bien à un flacon, ou bien à une boîte en carton, vraiment d'1 litre de mangue made in Sénégal dans la zone des Niayes, du nectar naturel. Donc il y a tellement d'opportunités. Et ça, je vous parle uniquement des produits qu'on connaît. Et justement, en parlant d'opportunités, comment faire pour valoriser ces potentialités qui existent dans ces territoires? Je pense qu'il faudrait qu'on sorte maintenant des sentiers battus. Le PNADT a montré la voie. Il a déjà fait le diagnostic, il a déjà identifié des zones. Le Ziar, par exemple, la zone de développement du cuir dans le Sénégal, se trouve déjà dans le PNADT. Comme beaucoup d'autres, les métropoles sont en train, les 10 métropoles sont en train d'arriver. Il faudrait qu'on fasse une appropriation du PNADT au niveau local, comme les gens l'ont fait à Tamba, pour le répliquer dans les 14 régions du pays. Mais pour ce faire, il est important, à l'heure où nous sommes,
de nous arrêter et de regarder où est-ce qu'on va loger même l'ANAT. L'ANAT doit être une institution transversale à la présidence de la République. S'il y avait une primature, ça devait être à la primature. Parce que c'est tous les secteurs d'activité qui ont besoin de l'ANAT. Parce qu'en dehors des infrastructures... Pour la diversification des activités. Pour la diversification des activités et l'appropriation des activités par les différents sectoriels. Pour ne pas que ça soit uniquement dirigé, mais que ça soit ouvert, collaboratif, participatif et équitable pour tout le monde. Alors, quels sont les outils de planification? Ben, je dirais qu'avec le PNADT, ce qui est important, c'est le plan d'abord qui est déjà élaboré, qui est là, à l'horizon 2035, qui est un plan vraiment très bien fait, avec de grandes expertises, des universitaires de Dakar, des universitaires de Saint-Louis, de Bambey, vraiment multidisciplinaires, des géographes, des juristes, des économistes, n'est-ce pas, des sociologues, tout le monde réuni, et des urbanistes réunis là-dedans, sous la houlette de Mamadou Djigo, que j'avais dit, le directeur général de l'ANAT et son équipe, accompagné par Serindia, par Golok, n'est-ce pas, et tous les autres, vraiment, avec Abdurrahman Sy, un très bon travail. Maintenant, ce plan existe, qui est un outil de planification à long terme et qui doit être adossé au PSE, qui est vraiment un tandem doit travailler avec le PSE. Est-ce qu'on peut le considérer comme un référentiel? C'est un référentiel, dans le référentiel général qui est le PSE, il vient un référentiel spécifique et complémentaire pour organiser et orienter le développement dans les territoires. Donc, moi je pense que le PSE est le chapeau, mais je pense que le PNADT doit s'incruster là-dedans pour faire un développement harmonieux. Et dans ce sens-là, il est impératif à l'heure actuelle qu'on accompagne l'ANAT dans la mise en œuvre de la loi. La loi d'orientation. Parce que c'est ça qui organise du point de vue... Nous allons revenir justement pour ça et place maintenant à la rubrique santé. Dans son message présent pour parler de la célébration de la Journée mondiale de la santé cette année, la Journée mondiale de la santé revêt un cachet particulier avec le Covid-19 qui a frappé de plein fouet tous les pays. Le Covid-19 a également révélé combien nos sociétés sont inégalitaires selon le secrétaire général des Nations Unies. Maïmouna Sy nous fait l'économie de son adresse à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Dans son message publié à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril, Antonio Guterres souligne que les injustices et les inégalités sont devenues plus visibles que jamais durant cette pandémie. Le chef de l'ONU fait remarquer que la grande majorité des doses de vaccins administrées jusque-là restent confinées à quelques pays riches ou aux pays qui les produisent. À l'intérieur de ces pays, le nombre de cas de Covid-19 et de décès liés au virus a été plus élevé parmi les populations et les communautés confrontées à la pauvreté, à des conditions de vie ou de travail défavorables, à la discrimination et à l'exclusion sociale. Néanmoins, grâce à l'initiative COVAX, un mécanisme international soutenu par l'ONU en vue d'assurer un accès équitable aux vaccins à travers le monde, davantage de pays ont pu recevoir des doses, mais la plupart des gens qui habitent dans ces pays à revenus faibles ou intermédiaires en sont encore dans l'attente. De telles inégalités sont jugées immorales et dangereuses pour nos systèmes de santé, nos économies et nos sociétés, a-t-il ajouté. À ce jour, le mécanisme COVAX a expédié plus de 36 millions de doses dans 86 pays. En attendant de se remettre de la pandémie du Covid-19, le secrétaire général de l'ONU estime que le monde devrait mettre en œuvre des politiques efficaces et allouer des ressources suffisantes permettant à tout le monde de profiter des mêmes avantages sanitaires. Monsieur Gaye, nous venons de suivre ce récit de Maïmouna Sy qui parle de la Journée mondiale de la santé en général, mais qui est frappée de plein fouet par le Covid-19. Comment est-ce que vous appréciez cela et quelles ont été les initiatives par rapport au COVAX? Alors, merci beaucoup, Madame Beng. Et je pense que vraiment les questions que vous posez ont le droit d'être posées et c'est très, très pertinent. Nous sommes dans une pandémie. Et dans cette pandémie-là, nous ne sommes pas les plus atteints. Non, du tout. Regardez l'Angleterre, la force européenne aujourd'hui est à terre à cause de ça. Regardez les États-Unis avec ses 52 États. Regardez la Chine, regardez la France même. Regardez tous ces pays qu'on connaît qui étaient vraiment regardés de là-haut, disant que voilà les pays développés. Ce sont des pays les plus riches qui aujourd'hui sont en train de souffrir le plus de cette pandémie. Maintenant, nous, nos pays sont difficilement dans la résilience parce que nous n'avons pas assez de moyens. Quand toute l'Afrique représente presque moins de 3% du PIB mondial, nos pays sont extrêmement pauvres. Donc,
Dans cette logique, il faudrait qu'on ait des logiques endogènes. En dehors de COVAX, il faut qu'on ait des logiques endogènes, en rapport avec nos réalités, en rapport avec nos moyens, mais aussi qu'on accompagne l'humain, qu'on accompagne la femme, l'enfant, le vieux dans son environnement. Quelles devraient être alors les initiatives qu'on devrait préconiser? Les initiatives sont des initiatives territoriales. Et effectivement, je pense que ce sont ces initiatives que le PNADT a sorties très tôt. Le PNADT n'a pas regardé uniquement les aspects économiques. Le PNADT a analysé en profondeur les aspects sociaux, les aspects environnementaux, mais aussi les aspects de gouvernance des territoires. Et à la croisée de ces différentes analyses, vous avez au centre l'éducation. Les disparités dans l'éducation qu'il faut corriger. Les disparités dans l'accès à la santé qu'il faut corriger. Parce qu'ils ont défini même un indicateur de la distance du ménage par rapport à un hôpital. Plus on se rapproche de Dakar, cette distance est courte. Et plus qu'on se rapproche des régions de l'Est, dont je vous avais parlé, en allant vers Tamba, en allant vers Kédougou et ailleurs, la distance pour atteindre un hôpital devient très grande et difficilement accessible. Des problèmes de mobilité. Des problèmes de communication. Donc ce sont ces aspects-là qu'il faut regarder et faire un ciblage sur les vulnérabilités, sur les démunis, les moins forts, et comment les accompagner. Dans ce cas, M. Gueye, quel est l'apport de la loi d'orientation? Je pense que c'est le creuset juridique et institutionnel de la mise en œuvre du PNADT. Parce que si vous avez un développement territorial et vous organisez l'attractivité du territoire en fonction de différents instruments financiers, techniques et technologiques, parce que les intiques sont là-dedans, hein, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont là-dedans, parce que nous parlons maintenant des territoires numériques. Il faut accepter l'arrivée du net, l'arrivée des grandes bases de données et des iCloud à travers les régions du pays. Et l'ensemble de ces infrastructures, les autoroutes d'information, les infrastructures que nous avons doivent être adossées à une régulation. Parce que si on ne régule pas devant le législateur, si on ne met pas des balises dans ce que nous voulons faire, il y aura un désordre après et on ne pourra pas suivre et évaluer le plan comme ça se doit. C'est pourquoi la loi est importante. Monsieur Gueye, voilà qui met fin à ce rendez-vous d'actualité. Nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Beng. C'était un plaisir d'être avec vous. Il est partagé le plaisir. Merci. Votre mot de la fin? Dire merci à toute l'équipe de Midi Mag et remercier aussi tous les collègues du développement territorial, en commençant par la NAT, en passant par les autres structures qui sont au niveau du pays, n'est-ce pas, le CSE, et l'ANSD et toutes les structures de l'Université de Dakar. Remercier mon encadreur en recherche dans cette deuxième thèse, parce que moi je suis docteur vétérinaire océanographe d'abord de base de Moscou, dans cette deuxième thèse de PhD en développement des territoires, où je regarde effectivement les disparités et les inégalités territoriales au Sénégal avec le professeur Ali Mbaye. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. L'Assemblée nationale, le nombre des députés.